J'ai toujours été bon avec les chiffres. Au travail, à Lyon, je dirigeais le service comptable d'une PME de logistique. Donc, les dates, les échéances, les bilans, c'était mon quotidien. Tout avait sa place. Chaque chiffre s'emboîtait dans le puzzle. Je n'aurais jamais cru que cette même compétence qui m'aidait à boucler les bilans allait un jour décomposer ma vie en facteur premier. Sophie était assise sur le canapé avec ce sourire particulier qui illuminait son visage de l'intérieur. Elle tenait dans sa main une échographie, encore chaude de l'imprimante du cabinet médical. 11e semaine, Julien. Tu imagines? Déjà tout ce temps. Elle m'a tendu ce petit guichet en noir et blanc vers l'avenir. Je regardais l'esquisse de la tête, les mains miniatures, et quelque chose en moi s'est brisé de joie. J'allais être père. Nous allions être parents. Mais plus tard, le soir, alors que Sophie dormait déjà, j'ai repris cette photo. La date de l'examen était claire. 22 mars. 11e semaine de grossesse. Cela signifiait une conception quelque part, début janvier. J'ai ouvert le calendrier de mon téléphone, le même qui se synchronisait avec mon agenda professionnel. Je vérifiais lentement, jour après jour, comme si j'ouvrais des portes successives dans un long couloir. Début janvier, j'étais à Paris pour un séminaire. Du 3 au 8, je m'en souviens car Sophie avait appelé le vendredi soir, triste que nous passions le week-end séparément. Avant ce séminaire, le nouvel an chez ses parents à Clermont-Ferrand, toute la famille, nous dormions dans des chambres séparées dans la petite maison de sa mère. Décembre, j'étais en mission à Hambourg, en Allemagne, pendant 2 semaines, rentré le 23, juste pour le réveillon. Je remontais plus loin. Mi-décembre, la dernière fois que nous avions été ensemble, vraiment ensemble. Je me souviens de cette soirée, car je partais pour l'Allemagne le lendemain. C'était trop tôt. Les dates ne collaient pas. J'ai essayé de trouver une erreur. Peut-être que le médecin s'était trompé. Peut-être que la première semaine se compte différemment. J'ai lu des forums, des articles médicaux, des calculateurs de grossesse, tout ce que j'ai pu trouver sur Internet à 3 heures du matin, à la lueur blafarde de l'ordinateur portable. Mais les chiffres ne mentent pas. Les mathématiques n'ont pas de sentiment. 11e semaine, c'est 11e semaine. J'ai commencé à observer. Pas avec suspicion, pas avec colère. Plutôt avec ce calme étrange et froid qui vous envahit quand vous savez que quelque chose ne va pas, mais que vous ne connaissez pas encore l'ampleur du problème. Sophie était comme d'habitude, souriante, attentionnée, excitée par la grossesse. Nous planifions déjà la chambre du bébé dans notre petit appartement de la Croix-Rousse. Nous regardions les lits de bébé dans un magasin de la rue de la République. Mais de petits détails sont apparus, invisibles auparavant. Le téléphone toujours posé écran vers le bas, un sourire qui se figeait quand je parlais de la date d'accouchement. Les médecins se trompent parfois sur les dates, lança-t-elle une fois, légèrement, sans insister. Pourquoi avait-elle dit ça? Personne ne remettait en question la date. Un après-midi, alors que je rentrais plus tôt du travail, je l'ai trouvée sur le balcon. Elle parlait au téléphone à voix basse, presque en chuchotant. Quand elle m'a vu, elle a rapidement pris congé. « Maman », a-t-elle expliqué. Mais sa mère appelait toujours bruyamment, avec cet accent de Clermont qui résonnait dans tout l'appartement. La nuit, j'étais allongé à côté d'elle et je comptais. Je comptais les semaines à rebours. J'essayais de trouver n'importe quel jour, n'importe quelle nuit, qui pourrait correspondre à cette fenêtre. Mais je n'étais pas là. C'était simple. J'étais à Paris, en Allemagne, ou chez ses parents dans la chambre d'amis, partageant un lit avec le frère de Sophie faute de place. Il n'y avait aucune possibilité physique. J'ai commencé à prendre des notes, pas par vengeance, pas par colère, par besoin de comprendre. Des petites choses. Le 20 janvier, j'ai vu un nouvel ensemble de lingerie dans le panier à linge, en dentelle, noir. Elle l'avait acheté en décembre quand j'étais à Hambourg, car j'avais vu le ticket de caisse dans le placard. Elle ne l'avait jamais porté pour moi. Le 27 janvier, un samedi, elle a dit qu'elle allait au yoga, mais son tapis était resté à la maison, je l'avais vu derrière le canapé. Elle est revenue 3 heures plus tard, les joues roses, heureuse. Je voulais me tromper. Je suppliais les chiffres de me montrer une autre vérité. Mais les mathématiques sont impartiales. Et j'étais comptable. Je savais lire un bilan. Et ce bilan-là ne se bouclait plus depuis des semaines. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, et dis-moi ce que tu penses de cette situation. La clinique se trouvait en périphérie de Lyon.
dans l'un de ces quartiers anonymes faits de grands immeubles et de petits cabinets médicaux nichés entre les épiceries. Je l'avais trouvé sur Internet, en lisant des avis la nuit, pendant que Sophie dormait. J'ai choisi celle qui garantissait la discrétion et un résultat rapide. Je ne voulais pas d'une entreprise dans le centre, où quelqu'un aurait pu me reconnaître. Je ne voulais pas de rencontre fortuite dans la salle d'attente. J'ai appelé du bureau, en faisant semblant de parler à un client. La réceptionniste avait une voix fatiguée, comme si elle recevait ce genre d'appel tous les jours. « Test non invasif par le sang de la mère », expliqua-t-elle. « Nous avons besoin d'un échantillon de vous et de votre femme. Vous pouvez le faire séparément, mais nous avons besoin du consentement des deux. » Le consentement. Ce mot est resté suspendu dans l'air comme une sentence. Il n'y avait pas de consentement. Il n'y avait qu'un soupçon qui me rongeait de l'intérieur. Et si j'ai seulement mon échantillon et celui de l'enfant, après la naissance, demandai-je à voix basse. Alors, un test standard par frottis, après l'accouchement. Après l'accouchement. Cela signifiait attendre encore des mois à faire semblant que tout allait bien, des mois à dormir à côté d'une femme qui, peut-être, mentait à chaque sourire. Mais il y avait une autre option, illégale, mais possible. L'homme de la clinique privée, celui avec qui j'ai finalement parlé, m'a expliqué doucement « Si vous avez accès à des objets personnels de votre épouse, brosse à dents, peigne avec des cheveux, nous pouvons essayer d'isoler l'ADN. Je ne dis pas que c'est standard, je ne dis pas que c'est légal au regard du droit de la famille, mais nous le faisons. Pour être certain, je me sentais misérable, comme un voleur, comme un espion dans ma propre maison. Mais le soupçon était plus fort que la honte. J'ai pris sa brosse à dents un matin où Sophie était partie à Clermont-Ferrand pour le week-end chez sa mère. Je l'ai remplacée par une identique, achetée chez Monoprix en chemin. Elle n'a pas remarqué la différence. Ma partie était plus simple. Un frottis à l'intérieur de la joue, une éprouvette avec un numéro, pas de nom. J'ai payé en liquide. 200 € pour la vérité. La facture était bon marché, comme il s'est avéré plus tard. Ils ont dit que le résultat arriverait dans 10 jours. 10 jours, c'est 240 heures, environ 14 000 minutes. Je les ai toutes comptées. Au travail, je faisais des erreurs. J'ai mal validé une facture. J'ai confondu des dates dans un rapport. Christophe, mon chef, m'a regardé bizarrement. « Tout va bien, Julien ? Tu as l'air de ne pas dormir. »« Beaucoup de choses en tête, » ai-je répondu. Je n'ai pas menti. À la maison, j'étais une ombre. Sophie l'a remarqué. « Tu es fatigué ces derniers temps » disait-elle en me caressant le dos. Ce contact, qui autrefois éveillait en moi de la tendresse, me donnait maintenant des frissons. Le travail, répétais-je comme un mantra. Elle y croyait, ou faisait semblant d'y croire. Les nuits étaient les pires. J'étais allongé à côté d'elle, je fixais le plafond de notre chambre, la fissure dans le plâtre qui s'étendait de la lampe à la fenêtre comme la carte d'une rivière. J'imaginais 2 scénarios. Dans le premier, le résultat montrait que c'était mon enfant, et j'étais un paranoïaque qui avait détruit la brosse à dents de sa femme pour calmer son esprit malade. Dans ce monde-là, je devrais lui demander pardon, à genoux, pour le simple fait de l'avoir soupçonné. Dans le deuxième scénario, je n'arrivais pas à le terminer. Parce que faire alors? Que fait-on d'une telle connaissance? Crier? Divorcer? Faire ses valises au milieu de la nuit? Tout cela semblait à la fois trop petit et trop grand face à l'ampleur de la trahison. Le 8e jour, j'ai reçu un email. Objet. Résultat, analyse, Nerero 46582. Je l'ai ouvert au bureau, aux toilettes, enfermé dans une cabine comme un lâche. Mes mains tremblaient si fort que le téléphone a failli tomber dans la cuvette. J'ai cliqué sur la pièce jointe. Le format était stérile. Tableau, chiffres, pourcentage. Probabilité de paternité 0,00%. 0. Un zéro rond, vide, complet. Plus bas, une explication technique que mon cerveau enregistrait à peine. L'homme testé est exclu en tant que père biologique. L'analyse comparative n'a révélé aucune correspondance des marqueurs génétiques. Je suis resté assis là peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Le temps n'avait plus aucune signification. Quelqu'un frappait à la porte de la cabine. « J'arrive », ai-je répondu d'une voix qui n'était pas la mienne. J'ai imprimé le résultat dans un bureau de reprographie de la rue Victor Hugo, loin du bureau. J'ai payé. J'ai glissé la feuille dans la poche intérieure de ma veste, là où je gardais mes papiers. Des papiers. Toujours des papiers.
Ma vie était pleine de papiers, factures, contrats, déclarations. Et maintenant celui-ci, un verdict génétique sans appel. Je suis rentré à la maison normalement. La clé dans la serrure. Salut chérie. Un baiser sur la joue. Sophie préparait le dîner. Un bouillon de poule, comme je l'aimais, avec beaucoup de légumes. L'odeur de l'ânette remplissait l'appartement. Autrefois, je me sentais chez moi à ce moment-là. Maintenant, je me sentais comme un invité dans la vie de quelqu'un d'autre. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en me servant une assiette. « Comme d'habitude », ai-je répondu. Et c'était la vérité. Tout était comme d'habitude. Seulement, je savais que la normalité n'était plus qu'une scénographie, un décor que nous maintenions tous les deux. Elle pour ses raisons, moi pour les miennes. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, j'ai ressorti le document. Je l'ai lu à la lumière de mon téléphone sous la couette comme un enfant avec une lampe de poche. 0%. Exclu. Pas le tien. Ces mots ne criaient pas, ne pleuraient pas. Ils étaient froids comme l'acier. Et je devais être aussi froid. J'ai enregistré le scan dans un dossier caché sur l'ordinateur, protégé par un mot de passe que Sophie ne connaissait pas. J'ai mis le document original dans une enveloppe, et l'enveloppe entre les pages d'un vieil atlas qui était sur l'étagère depuis des années. Un atlas de France, édition des années 80. La carte d'un pays détruit. Ça correspondait. Le lendemain, j'ai acheté un carnet. Noir, à couverture rigide, sans aucune fioriture. Et j'ai commencé à noter. Tout. Chaque détail, chaque souvenir discordant, chaque petite incohérence. Date, heure, lieu. Comptable, après tout. Je documente. C'est ce que je sais faire. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et écris ce que tu aurais fait à ma place. Je n'avais pas l'intention d'espionner. Cela ressemble à une excuse, mais c'est la vérité. L'ordinateur portable était sur la table du salon depuis toujours. Nous le partagions librement. Je vérifiais mes emails. Elle regardait des séries sur OCS. Le mot de passe était commun. La confiance incontestée. Était. C'était un mercredi après-midi le 23 avril. Je me souviens de la date, car j'avais commencé à me souvenir de tout. Sophie était allée chez son amie Agnès à l'autre bout de la ville. Elle devait organiser la baby shower. Je rentrerai tard, lança-t-elle en m'embrassant pour me dire au revoir. Je suis resté seul avec l'ordinateur portable et une soupe de tomates que je réchauffais pour la deuxième fois. Je voulais juste vérifier mon compte en banque. Notre compte joint, celui des dépenses quotidiennes. J'ai ouvert le navigateur, j'ai cliqué sur la barre d'historique pour trouver le lien de la banque. Et c'est là que j'ai vu. Gmail. Pas mon compte. Le sien. Il était connecté, toujours ouvert dans un onglet qu'elle avait dû oublier de fermer. J'aurais dû le fermer immédiatement. J'aurais dû me comporter en homme décent. Mais il y a une limite. Après l'avoir franchie, la décence cesse d'être la priorité. J'avais franchi cette limite 3 semaines plus tôt, dans ces toilettes du bureau, avec cette impression disant 0%. J'ai cliqué. Boîte de réception. Des centaines de messages, de publicités, de newsletters, une vie normale. Mais dans la barre de recherche, j'ai tapé un seul mot. Chérie. Parfois, la vérité est simple. 27 résultats. 27 emails avec ce seul mot. J'ai ouvert le premier datant de février, 2 mois avant que je ne voie le test de grossesse dans la salle de bain. Chérie, je ne peux pas arrêter de penser à toi. La nuit dernière était... Enfin, tu vois, nous n'avons pas beaucoup de temps. Julien rentre vendredi, mais peut-être jeudi. Chez moi, à 20h. Tu me manques. D. Damien. Ce devait être Damien. Je me souvenais de lui au pique-nique de l'entreprise l'année dernière. Il travaillait au service commercial dans l'entreprise de Sophie, un commercial. Un de ces types avec un sourire facile et une poignée de main assurée. Sophie parlait de lui parfois. Damien a décroché un client à Paris. Damien a eu une prime. Des choses ordinaires, des choses innocentes. Tout est innocent, avant de cesser de l'être. J'ai ouvert l'email suivant, puis un autre. La chronologie de la trahison se déroulait devant moi comme un calendrier brutal. Décembre. Retrouvons-nous à cet hôtel, celui du Vieux Lyon, tu te souviens? Julien part en Allemagne pour 2 semaines, nous aurons du temps. Janvier. Le test est positif, je suis enceinte. Il faut qu'on parle. J'ai dû m'arrêter. Je me suis levé de table, je suis allé sur le balcon, j'ai pris une grande bouffée d'air d'avril. Lyon s'étendait sous moi. Fourvière au loin, les tramways dans la rue. La vie normale des gens normaux.
Des gens qui ne lisaient pas la documentation de leur propre effondrement. Mais je suis revenu, parce que je devais tout savoir. Les emails suivants étaient pires. Février. Tu penses que c'est un garçon ou une fille? Je sais que c'est compliqué, mais je suis contente. Je suis vraiment contente dès mars. Julien est heureux. C'est bizarre de le voir si excité par quelque chose. Quelque chose à nous. Mais je ne peux pas lui dire. Pas encore. Peut-être jamais. Il faut qu'on en parle calmement. Et puis j'ai trouvé le fil de discussion sur le prénom. Que penses-tu de Baptiste ou Arthur? J'aimerais qu'il ait un nom fort. Julien propose Michel, le nom de son père, mais... Ce serait bizarre, non? Donner au bébé le nom d'un grand-père qui n'est pas le grand-père. Réponse de Damien. J'aime bien Baptiste. Baptiste Martin. Ça sonne bien, fort. Même s'il aura officiellement le nom de Julien, c'est ça? Jusqu'à ce qu'on règle, tu sais? Tout ça, réglé. Officiellement. C'était des négociations sur la biographie d'un enfant. Sur des documents, une identité, la vérité. Ils discutèrent de mon nom de famille comme d'une option temporaire, d'un problème technique à résoudre plus tard. J'ai commencé à faire des captures d'écran. Méthodiquement, l'une après l'autre. Chaque email, chaque message, chaque date. J'enregistrais tout dans le dossier caché, le même que celui du résultat du test. Je l'ai appelé documentation. En comptabilité, tout doit être documenté. Dans un email de mars, j'ai trouvé une pièce jointe. Une photo. J'ai cliqué. C'était l'échographie, la même que Sophie m'avait montrée avec ce sourire heureux. Mais elle l'avait envoyée à Damien 4 jours plus tôt. Notre fils, avait-elle écrit en objet. Notre. Pas le mien. Le leur. J'ai tout imprimé la nuit, pendant que Sophie dormait. Je débranchais le câble de l'imprimante. Je maintenais le bouton pour qu'elle ne bipe pas. Je pliais les feuilles et je les cachais dans un porte-document noir. 123 pages. 123 morceaux de preuves que les 4 derniers mois de ma vie avaient été une pièce de théâtre à un seul acteur. Moi. Mais il y avait aussi les SMS. Parce que j'ai découvert que Gmail s'était synchronisé avec son téléphone via une application qu'elle avait oubliée. Damien et Sophie parlaient en tous les jours. Est-ce qu'ils soupçonnent quelque chose? Écrivait-il. Non, Julien ne soupçonne rien. Il est trop occupé par le travail et les préparatifs pour le bébé, répondait-elle. Trop occupé. C'était la vérité. J'étais occupé à peindre la chambre du bébé en bleu ciel parce que nous pensions que ce serait un garçon. J'étais occupé à monter le lit bébé Ikea sur lequel j'avais passé tout un samedi à maudire les instructions suédoises. J'étais occupé à lire des livres sur la parentalité, à prendre des notes, à planifier un budget pour 3 personnes. Trop occupé pour remarquer que je construisais une maison sur du sable. Le dernier message datait du 22 avril, la veille du jour où j'ai tout trouvé. Je t'aime. J'ai hâte que tout ça se termine et qu'on soit ensemble. Vraiment ensemble. Toi, moi et le petit Baptiste. Sa réponse. Je t'aime aussi. Bientôt. Je te le promets. Bientôt. Ils planifièrent pour bientôt. Et moi, j'étais censé être quoi? Un souvenir? Une erreur administrative sur un acte de naissance? L'homme dont on efface le nom au correcteur? J'ai acheté une clé USB. J'ai tout transféré. 2 copies, une dans un coffre à la banque dont Sophie ignorait l'existence, l'autre chez mon frère Thomas à Paris, dans une enveloppe scellée avec l'instruction « N'ouvre que s'il m'arrive quelque chose ». Thomas n'a pas posé de questions. Les frères savent parfois quand ne pas en poser. Le porte-document noir grossissait. Le résultat du test ADN. 123 pages d'impression d'email. Des captures d'écran de SMS. La documentation des dates, quand j'étais à Paris, en Allemagne, à Clermont-Ferrand. Des reçus de l'hôtel. Celui de décembre au nom de l'hôtel Saint-Paul, dans le Vieux-Lyon. J'ai vérifié notre carte de crédit commune. Il y avait une réservation, payée avec sa carte professionnelle. 150 € la nuit, pour une chambre double qui n'était pas pour nous. J'avais tout. Le calendrier ne mentait pas. Le test ne mentait pas. Les emails ne mentaient pas. Tout s'emboîtait comme un bilan de fin d'année, où chaque chiffre trouve sa place. Et j'étais assis dans notre salon, le porte-document sur les genoux, et j'attendais. Parce que rassembler les preuves n'est que la première étape. La vraie question était, et maintenant? La réponse est venue d'elle-même. Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Documenter, planifier, exécuter, sans cri, sans drame, sans les émotions qui brouillent les comptes.
Elle et Damien avaient créé une histoire. J'allais en écrire la fin. Laisse un sub, un pouce bleu, et écris ce que tu ferais maintenant. Le plan a été établi en 1 semaine. Pas sur un coup de tête, pas sous le coup de la colère, avec la même précision que celle avec laquelle je préparais les rapports mensuels au bureau. Chaque mouvement réfléchi, chaque étape mesurée. J'avais une règle que je me répétais comme un mantra. L'enfant est innocent. Il ne sera pas une monnaie d'échange. Il ne sera pas une arme. Il ne sera pas blessé par mes actions. C'était un garçon qui n'avait pas demandé ce chaos. Il n'avait pas demandé un père biologique qui planifiait un bientôt avec sa mère, ni moi, qui peignait sa chambre en couleur ciel. Il méritait mieux que 2 hommes se battant au-dessus de son berceau. Il méritait la vérité, mais une vérité présentée de telle manière que, lorsqu'il grandirait et poserait des questions, il obtiendrait des réponses honnêtes. La première étape fut l'appartement. J'ai trouvé un studio à Vèze, non loin de la place Valmy, dans un immeuble ancien et calme. 3e étage, sans ascenseur, avec de hautes fenêtres donnant sur une cour pleine de marronniers. C'était suffisant pour moi. Un lit, une table, une chaise. La propriétaire, une dame âgée nommée Janine, n'a pas demandé pourquoi un homme de mon âge cherchait un studio. « Peut-être que vous voulez plus de tranquillité, hein ?» lança-t-elle en me tendant les clés. « Oui, de la tranquillité, ai-je confirmé. Bail d'1 an, payable d'avance. » J'ai retiré ma prime trimestrielle, dont Sophie ne connaissait pas l'existence. Le patron la versait toujours sur un compte personnel, c'était une vieille pratique dans l'entreprise. 3 000 € ont suffi pour le loyer et les meubles de base d'IKEA. Je les ai achetés un samedi pendant que Sophie était chez le coiffeur. Thomas, mon frère, est venu de Paris avec une camionnette. Nous avons tout assemblé en 3 heures. Lit, armoire, bureau. « Tu le fais vraiment ?» demanda-t-il en serrant la dernière vis. « Vraiment », ai-je répondu. Le compte bancaire fut plus facile. Une banque sur la presqu'île, un nouveau compte, uniquement à mon nom. J'y ai transféré la moitié de nos économies du compte joint. Exactement la moitié, au centime près. Je ne voulais pas être un voleur. Je voulais être un homme honnête quittant une vie malhonnête. L'avocate avait son cabinet rue du Bas d'Argent, au-dessus d'un café. Maître Hélène Olivier, recommandée par un collègue de travail qui avait divorcé 2 ans plus tôt. Vive, directe, sans regard compatissant superflu. Je suis venu avec le porte-document noir. Je l'ai posé sur son bureau comme un acte d'accusation. « Il y a quoi là-dedans » demanda-t-elle en tournant les pages. « Tout », ai-je répondu. Test ADN, impression des correspondances, synchronisation des dates, confirmation de la réservation d'hôtel. Mon absence au moment de la conception est documentée par des missions professionnelles. J'ai la confirmation de l'entreprise. Elle a lu longtemps. Finalement, elle a levé les yeux. C'est une documentation très solide. Je vois rarement quelque chose d'aussi complet. Qu'attendez-vous comme résultat ? Contestation de paternité. Suppression de mon nom de l'acte de naissance, quand l'enfant naîtra. Divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Partage des biens selon les règles du jugement pour faute. Et je veux changer mon nom de famille pour Bertrand, le nom de jeune fille de ma mère. J'attends cela depuis des années. Elle prenait des notes en hochant la tête. Le changement de nom est une procédure distincte, mais on peut la mener en parallèle. Qu'en est-il de l'enfant ? Pension alimentaire, droit de visite ? Je ne me battrai pas pour un droit de visite avec un enfant qui n'est pas le mien génétiquement, mais j'ai hésité. Je vais créer un fonds, anonyme, par votre intermédiaire, pour les besoins de l'enfant. La crèche, l'école, ce dont il aura besoin, mais sans signature, sans nom. Je ne veux pas qu'il pense un jour que j'achète un droit de paternité que je n'ai pas. Maître Olivier a arrêté d'écrire. C'est très inhabituel et très honnête. L'enfant est innocent, ai-je répété. Il n'a pas choisi ce désordre. Il mérite un soutien, mais il ne mérite pas un mensonge. Et je ne peux pas prétendre être un père quand la génétique et la vérité disent le contraire. La procédure a été lancée 1 semaine plus tard. Action en contestation de paternité, demande d'annulation de la présomption de paternité, demande en divorce pour faute. Les documents étaient épais, lourds, définitifs. Je les ai signés au cabinet, le stylo tremblant légèrement, mais je les ai signés. Chaque signature était un pas vers la vérité. J'ai écrit les lettres aux familles la nuit, dans le nouvel appartement, au bureau IKEA qui sentait encore le bois frais. J'ai recommencé 3 fois. À chaque fois, cela sonnait soit trop émotionnel, soit trop sec.
Finalement, j'ai trouvé le ton, calme, factuel, mais pas sans âme. Chers parents, chers beaux-parents, je vous écris pour vous informer d'une situation qui exige de nous tous que nous comprenions les faits. Sophie est enceinte, mais l'enfant n'est pas biologiquement le mien. Un test ADN que j'ai effectué en avril m'a exclu en tant que père avec une probabilité de 100%. Vous trouverez ci-joint une copie du résultat, ainsi que la documentation qui confirme mon absence pendant la période clé de la conception. Je n'écris pas cela par désir de vengeance. J'écris parce que la vérité a le droit d'exister. L'enfant qui va naître mérite l'honnêteté et non une maison construite sur un château de cartes. Sophie et son partenaire, Damien, planifient un avenir commun depuis des mois, comme en témoigne la correspondance que je joins également. J'engage des poursuites judiciaires, contestation de paternité, divorce. Je change également mon nom de famille pour Bertrand, revenant à des racines qui ont toujours eu de l'importance pour moi. Je vous demande une chose, traitez cet enfant avec amour, car il est innocent. Mais je vous demande aussi de comprendre ma décision. Je ne peux pas être le père d'un enfant qui n'est pas le mien, même si j'y ai cru un instant. Avec respect, Julien. Imprimez 4 copies. Une pour chaque couple de parents. Je les ai mises dans des enveloppes avec la documentation. Pas tout, seulement les éléments clés. Test ADN, quelques emails, synchronisation des dates. Assez pour qu'ils comprennent, pas assez pour qu'ils se perdent. Le lendemain, j'ai acheté une nouvelle carte SIM. Nouveau numéro que seul Thomas, Maître Olivier et mon chef connaissaient. L'ancien téléphone est resté à la maison, dans un tiroir allumé, pour que Sophie ne soupçonne rien avant l'heure. Information contrôlée, rythme contrôlé. Le soir, je marchais le long du Rhône. C'était en mai, les arbres étaient en fleurs, les gens couraient, les couples se promenaient, et moi, je mettais en place la dernière étape dans ma tête. Car tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était de la logistique. La vraie confrontation était encore à venir. Je l'ai planifiée pour le 26 mai, un dimanche, déjeuner de famille. Chez nous, dans l'appartement de la Croix-Rousse. J'ai invité les 2 familles, mes parents, les parents de Sophie. Nous voulons célébrer la grossesse ensemble, tous réunis, avais-je écrit dans l'invitation. Tout le monde a accepté. Dimanche, 14 h. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'une chose, le faire. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et dis-moi si Julien fait le bon choix. Je me suis réveillé à 6 h du matin, même si c'était dimanche et que j'aurais pu dormir. Mais le sommeil ne venait plus comme avant. J'étais allongé dans le lit à côté de Sophie, fixant le plafond, comptant les heures. 8 heures avant le déjeuner. Les 8 dernières heures de cette comédie. Je me suis levé doucement, je me suis habillé, je suis sorti acheter des croissants frais. C'était mon rôle. Le mari attentionné, qui veille aux détails. La boulangerie au coin de la rue sentait la levure et la cannelle. J'ai acheté 8 croissants, 2 baguettes, une tarte au citron pour le dessert. Monsieur Dubois, derrière le comptoir, m'a souri largement. Pour une réunion de famille, monsieur Durand? Oui, pour une réunion de famille, ai-je confirmé. Sophie cuisinait depuis 10 heures. Bouillon de poule, escalopes à la crème, pommes de terre, salade, le déjeuner dominical traditionnel que nous mangions depuis des années dans les 2 familles. Je l'aidais à mettre la table. La grande table à rallonge du salon, celle que nous avions reçue de ses parents pour le mariage. 8 places, 8 assiettes, 8 verres, 8 couverts. Sous ma chaise, par terre, il y avait un sac noir. 8 dossiers identiques, chacun avec une photocopie des documents, chacun portant le nom du destinataire. Tout avait été préparé la veille au soir dans le nouvel appartement de Vèze, que Sophie croyait encore inexistant. « Tu es étrangement calme aujourd'hui », remarqua-t-elle en déposant le bœuf bourguignon sur un plat. Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais passé 6 ans, avec qui j'avais planifié toute une vie. Les cheveux attachés en queue de cheval, un tablier à coquelicot rouge, le ventre délicatement arrondi, belle et étrangère. Je suis juste content que la famille soit réunie, ai-je répondu. Je n'ai pas menti. Les invités sont arrivés ponctuellement à 14 h. Mes parents, Jeanne et Georges Durand, encore Durand, ce nom allait bientôt cesser d'être le mien. Mon père a apporté du vin, ma mère une tarte aux pommes. Puis les parents de Sophie, Thérèse et André, avec un bouquet de roses blanches pour leur fille. Pour la future maman, dit Thérèse en embrassant Sophie sur les 2 joues. Nous nous sommes assis. Le bouillon fumait dans les assiettes.
sentant la ciboulette et l'ânette. Les conversations étaient de normales. La météo, la politique, les prix dans les magasins, les plans de vacances. Le père de Sophie parlait des rénovations de sa maison à Clermont-Ferrand. Ma mère demandait le prénom du bébé. « Nous n'avons pas encore décidé », répondit Sophie rapidement. Trop rapidement. J'ai attendu le plat principal. Les escalopes ont été servies, les pommes de terre fumaient, la salade disparaissait des assiettes. J'ai vu Sophie se détendre, commencer à croire que c'était vraiment un simple déjeuner de famille. J'ai vu son sourire, la façon dont elle touchait son ventre. Le petit donne déjà des coups parfois, disait-elle à ma mère. Vraiment? Ma mère rayonnait. J'ai attendu que tout le monde ait fini de manger, puis je me suis levé, j'ai attrapé le sac sous ma chaise. Avant de passer au dessert, dis-je doucement, j'aimerais vous donner quelque chose à tous. J'ai commencé à distribuer les dossiers, un pour chacun. À ma mère, à mon père, à ma belle-mère, à mon beau-père. 2 pour Sophie, un devant elle, l'autre sur la chaise vide à côté, qui semblait soudain avoir une signification. Personne ne les a ouverts tout de suite. Tous me regardaient avec cette expression interrogative qui précède la compréhension. « S'il vous plaît, ouvrez », ai-je demandé. Le bruit des pages tournées a rempli la pièce. Un bruissement de papier, silencieux, sec, comme des feuilles dans un cimetière. J'ai vu les visages changer. D'abord mon père. Il a froncé les sourcils, puis ses yeux se sont écarquillés brusquement. Puis ma belle-mère, sa main est allée à sa bouche, le papier lui a glissé des doigts pour tomber sur la table. Ma mère s'est mise à pleurer sans un mot, les larmes coulaient sur ses joues, mais elle restait immobile. Mon beau-père a lu le plus longtemps. Il tournait les pages, revenait en arrière, vérifiait les dates. Il était ingénieur, comme moi, un homme de chiffres. Je savais qu'il comprendrait le plus vite. Quand il a eu fini, il a levé les yeux et a regardé sa fille. Ce regard, je n'avais jamais vu un père regarder son enfant comme ça. Une question et une accusation en une. Sophie a ouvert son dossier. Première page. Le résultat du test ADN. Probabilité de paternité, 0,00%. Elle est devenue si pâle que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. De ses doigts tremblants, elle a tourné la page suivante. Les impressions de ses emails avec Damien, puis la suivante, et la suivante. Julien, commença-t-elle dans un murmure. Sa voix s'est brisée. J'ai secoué la tête. Non, aujourd'hui, il n'y a pas tes mots. Aujourd'hui, il n'y a que les faits. J'ai sorti mon alliance de ma poche. Ce petit cercle d'or que j'avais porté pendant 6 ans, qui pesait 5 grammes, mais qui, à cet instant, pesait le poids du monde entier. Je l'ai posé sur la petite assiette à dessert à côté du verre de Sophie. Elle a cliqué doucement, contact du métal sur le verre, le son de la fin. C'est une copie des documents que j'ai déposés au tribunal. Ai-je continué calmement. Action en contestation de paternité et annulation de la présomption de paternité. Demande en divorce pour faute. Tout y est, test ADN, correspondance, date. La synchronisation de mon absence avec le moment de la conception. Ce n'est pas une accusation. C'est une documentation. Le silence était épais, presque matériel. Personne ne bougeait. Finalement, la mère de Sophie a émis un son, quelque chose entre un sanglot et un gémissement. « Sophie, comment as-tu pu ?» Mais elle n'a pas terminé. Il n'y avait pas de mots qui convenaient à ce moment. « Damien ?» C'était mon père, la voix dure comme l'acier. « Celui de ton travail ?» Sophie a hoché la tête, les larmes coulaient sur son visage, tombaient sur le papier, faisant baver l'encre. « Je suis désolé », a-t-elle chuchoté. « Julien, je... » « Désolé ne suffit pas, ai-je interrompu. Pas avec colère, pas froidement, juste factuellement. Désolé ne me rend pas les 6 mois de ma vie que j'ai passé à construire un avenir pour un enfant qui n'est pas le mien. Désolé ne me rend pas la peinture de la chambre d'enfant, le montage du lit, la lecture de livres sur la paternité. Désolé est un mot, et ça... J'ai montré les dossiers. Ce sont des faits. Tu savais ? Mon beau-père me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du respect mêlé d'effroi. Quand l'as-tu su ? Il y a 1 mois. Je comptais les dates depuis le début. J'ai fait le test en avril. J'ai rassemblé la documentation pendant 3 semaines. Et tu n'as rien dit ? La mère de Sophie me regardait avec de grands yeux. Tu as vécu avec ça pendant 1 mois entier ? Je rassemblais les preuves. Je planifiais. C'était la méthode la plus rationnelle.
Mon père s'est levé, s'est approché de moi, a posé une main sur mon épaule. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Dans sa poignée, il y avait l'acceptation, la solidarité entre hommes qui comprennent ce que signifie l'honneur. J'ai sorti un dernier document de ma poche. Il y a encore une chose. J'ai déposé une demande de changement de nom. De Durand à Bertrand. Le nom de jeune fille de ma mère. Ma mère. J'ai regardé ses joues mouillées. M'a appris que le respect et la vérité sont plus importants que la tradition. C'est le nom que je porte officiellement dès demain. Julien Bertrand. J'ai commencé un nouveau chapitre. Sophie a caché son visage dans ses mains. Ses épaules étaient secouées par les pleurs. Sa mère l'a prise dans ses bras, mais dans cette étreinte, il n'y avait pas de réconfort. Il y avait la honte, la déception, le désespoir. Je ne suis pas resté pour le dessert. J'ai pris ma veste sur le cintre dans l'entrée, le petit sac que j'avais préparé le matin. Ma mère a voulu me suivre, mais mon père l'a retenu. « Laisse-le partir », ai-je entendu sa voix depuis le salon. « Laisse-le partir, c'est un garçon courageux. » Je suis sorti de l'appartement pour la dernière fois. J'ai laissé les clés sur la console dans l'entrée. Il y avait des copies dans le dossier de Sophie. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer. Les escaliers semblaient plus légers que jamais. Dehors, il y avait du soleil. La Croix-Rousse vibrait de vie, touristes, musique des cafés, rire. Un monde normal pour des gens normaux. J'ai marché vers l'arrêt de tramway, j'ai sorti mon nouveau téléphone, ma nouvelle carte SIM. J'ai appelé Maître Olivier. « C'est fait », ai-je dit quand elle a décroché. « Comment vous sentez-vous » Je me suis arrêté, je me suis appuyé contre le mur d'un vieil immeuble. « Plus léger », ai-je répondu après un moment. « Je me sens plus léger. » Et c'était la vérité. Le poids du dernier mois, des derniers mois, était tombé. Il ne restait que ce qui était réel. La vérité, les documents, mon nouveau nom. Julien Bertrand. Un homme qui avait traversé le feu et qui n'avait pas brûlé. Juste endurci. Abonne-toi, laisse un like, et écris si c'est ce qu'il fallait faire. Mon appartement de Vèze s'est réveillé avec moi le premier jour. Le soleil matinal de juin entrait par les hautes fenêtres, dessinant des rectangles de lumière sur le parquet. J'étais allongé dans mon lit, dans un silence si complet que j'entendais les battements de mon propre cœur. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à faire semblant. Je n'avais rien à planifier, à calculer, à documenter. Je pouvais simplement être. La routine est venue naturellement, comme une respiration après une longue plongée. Je me réveillais à 6 heures, même si je n'y étais pas obligé. Je préparais mon café dans une petite cafetière italienne que j'avais achetée au marché de la Croix-Rousse. Je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais la cour. Les vieux marronniers, les pigeons sur le toit d'en face, ma voisine Janine qui nourrissait les chats. Des petites choses ordinaires qui composaient une vie normale. J'ai acheté une plante verte en pot. Je l'ai mise sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Je l'arrosais tous les jours, regardant les nouvelles feuilles pousser. C'était une chose vivante dont je pouvais m'occuper sans mensonge, sans prétendre que quelque chose était ce qu'il n'était pas. La plante était une plante. L'eau était de l'eau. La vérité avait une belle simplicité. Au travail, j'ai dit à Christophe, mon chef, juste ce qu'il fallait. Je divorce. J'ai besoin d'un peu d'espace. Christophe a hoché la tête sans question superflue. Prends des congés si tu en as besoin, profites-en. Je n'ai pas pris de congés. Le travail était mon encre. Les chiffres, les factures, les bilans. Des choses qui collaient ou non, sans zone grise entre les deux. Après le travail, je courais, le long des quais du Rhône, du pont Morand au parc de la Tête d'Or et retour. 6 kilomètres chaque soir, inspiré, expiré, les pieds frappant l'asphalte. Parfois, je croisais des couples avec des poussettes, des familles avec des enfants à vélo. Je les regardais sans amertume, sans jalousie. Je regardais, tout simplement. Ils avaient leur vérité, j'avais la mienne. Le téléphone sonnait. D'abord Sophie. 10 appels le premier jour. Je n'ai pas décroché. Puis sa mère, puis des amis qui avaient entendu. J'ai activé le message automatique. Ici Julien Bertrand. Si c'est professionnel, laissez un message. Pour les questions personnelles, merci de contacter mon avocate maître Hélène Olivier. Ma mère appelait tous les 2 jours. Je répondais à ses appels. « Comment te sens-tu, mon fils ?» demandait-elle. Et dans sa voix, il y avait de l'inquiétude, mêlée de fierté. «
Bien, maman. Vraiment bien. Et ce n'était pas un mensonge. Tu as été courageux, disait-elle parfois. Avais-je le choix? Répondais-je. On a toujours le choix. Tu as choisi la vérité. Maître Olivier m'informait des progrès. Sophie ne contestait pas le divorce. Elle ne le pouvait pas. La documentation était trop solide, les preuves trop claires. Accord sur tous les points, partage des biens, jugement pour faute. L'enfant est né en juillet. Un garçon. Baptiste Martin, le nom de sa mère. Pas celui de Damien. Pas le mien. L'information est arrivée par email de l'avocate. Voulez-vous le voir? A demandé Maître Olivier. Non, ai-je répondu sans hésitation. Ce ne serait pas honnête. Ni envers lui, ni envers moi. Mais j'ai fait autre chose. Monsieur Martin, mon conseiller financier à la BNP de la Presqu'île, m'a aidé à créer un fonds. Anonyme, sans nom, sans signature. 20 000 € de capital initial, provenant de mes économies. À quoi sert ce fonds, monsieur Bertrand? Demanda-t-il. À un enfant qui a besoin de soutien, mais qui n'a pas besoin d'un faux père. Ai-je expliqué. La structure était simple. Des versements mensuels, 1 000 €, sur un compte indiqué par la mère de l'enfant, mais via un intermédiaire, un juriste de confiance qui ne révélait pas la source. Ce n'était pas une pension alimentaire. Je l'avais refusée légalement car je n'étais pas le père. C'était autre chose. Une tentative de donner à cet enfant un départ, sans prétendre à quoi que ce soit en retour. Elle saura que ça vient de vous? Demanda monsieur Martin. Elle s'en doutera, mais elle n'en sera pas sûre. Et c'est très bien ainsi. Car je ne veux pas sa gratitude. Je ne veux pas de reconnaissance. Je veux juste que l'enfant ait de quoi payer la crèche, des vêtements, des livres. C'est tout. Une lettre de Sophie est arrivée en septembre. Longue, manuscrite, sur 5 pages. Elle commençait par le mot « pardon » et se terminait par les mots « je t'en supplie, pardonne-moi ». Entre les deux, il y avait tout. Les explications, les justifications, les raisons, les larmes déversées sur le papier. Je l'ai lu une fois, lentement, près de la fenêtre, avec un café qui a refroidi pendant la lecture. Puis j'ai remis la lettre dans l'enveloppe et je l'ai rangée dans une boîte dans le placard. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Le pardon était un concept qui supposait que l'on pouvait annuler quelque chose, le réparer, l'effacer. Mais on ne peut pas annuler des mois de mensonges. On ne peut pas réparer une trahison fondamentale. Effacer n'était pas une option. J'ai choisi autre chose. La distance. Propre, inébranlable, complète. Je ne répondais qu'aux emails concernant les formalités, le partage des affaires de l'appartement, le partage des dettes communes, les documents de divorce finaux. Mes réponses étaient courtes, factuelles, sans émotion. J'accepte la proposition. Document reçu. D'accord. Les gens demandèrent parfois si elle ne me manquait pas. Les amis que j'avais gardés, c'est rare qui avaient compris. Tu ne ressens pas un vide, parfois? M'a demandé Thomas quand il est venu passer le week-end à Lyon. Nous étions assis à la terrasse d'un bar de la Croix-Rousse buvant une bière. Je ressens un soulagement, ai-je répondu honnêtement. Le vide, ce serait si j'étais resté, parce que j'aurais vécu dans le mensonge. Maintenant, je vis dans la vérité. C'est une plénitude, pas un vide. Le changement de nom a été finalisé en octobre. Nouvelle carte d'identité, nouveaux documents, nouvelle signature. Julien Bertrand. Quand j'ai signé pour la première fois de ce nom sur un contrat de prêt, je renégociais les termes d'un ancien crédit après le divorce. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie, pas du triomphe, du calme. Cette signature était vraie. Elle venait d'un homme qui savait qui il était. Je n'ai pas oublié. Ma mémoire était précise. Chaque date, chaque mensonge, chaque moment où elle aurait pu dire la vérité et ne l'a pas fait. Mais la mémoire n'était plus une blessure. C'était un document historique, quelque chose qui s'était produit, qui avait été enregistré et classé aux archives. Je regardais cela avec distance comme une vieille photographie dans un album qu'on n'ouvre plus. Je n'ai pas pardonné, car le pardon exigerait l'oubli, et je ne voulais pas oublier. Cette histoire m'a appris des choses précieuses, l'importance de la vérité, la fragilité de la confiance, et que la dignité ne consiste pas à crier fort, mais à partir en silence avec ce qui vous appartient. Le soir, quand le soleil se couchait derrière Fourvière et peignait le ciel en orange,
Je m'asseyais sur le balcon avec un livre ou simplement avec le silence. Le nouvel appartement sentait le bois, la plante sur le rebord de la fenêtre, une vie qui n'appartenait qu'à moi. Petite peut-être comparée à ce que nous avions prévu. Maison, enfant, avenir. Mais vrai. Et la vérité, ai-je découvert, pèse plus lourd que le plus grand des mensonges, même si elle est plus petite. Parce qu'on peut se tenir dessus. On peut construire quelque chose de durable dessus. Et j'ai commencé à construire dès le premier jour, dès le premier café, dès la première plante sur le rebord de la fenêtre. Quand le jugement de divorce définitif est arrivé en décembre, j'ai signé les documents et je les ai rangés dans un dossier intitulé « Affaires classées ». Classées, mais pas oubliées. Jamais oubliées. Car la mémoire est mon arme contre la naïveté, contre une nouvelle blessure. L'homme qui a traversé cela n'est plus le même homme. Je suis plus fort, mais aussi plus prudent, plus sage, mais aussi plus seul. Et cette solitude, je l'ai découvert un soir de neige en rentrant de mon jogging, n'est pas une malédiction. C'est un espace où je peux respirer à plein poumon, sans masque, sans faux semblant. Julien Bertrand, chef comptable, seul, libre, et en paix avec tout ça. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, et dis-moi ce que tu penses de ces choix.